c'est pas faux, c'est de l'actualité. La situation politique en Algérie et le chaos en Libye menacent la démocratie en Tunisie. Le pays est confronté à une instabilité régionale qui pourrait fragiliser sa gouvernance. Ouverture le 4 juillet du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger, un sommet qui sera marqué par le lancement officiel de la zone de libre-échange continentale avec l'entrée du Nigeria. Et puis les Zimbabwéens pourront désormais retirer $1000 par jour en devises étrangères de leur compte, une mesure pour relancer l'économie en crise du Zimbabwe. Le processus démocratique de la Tunisie face à l'instabilité régionale située entre l'Algérie et la Libye en plein chaos, le pays est confronté à de nouvelles influences géopolitiques qui pourraient le fragiliser sur un plan sécuritaire, mais également en matière de gouvernance. Philomentine. Après le printemps arabe qui a conduit à la chute de l'ex-président Ben Ali le 11 janvier 2011, la Tunisie a réussi à installer un pouvoir pacifié formé de représentants de l'ancien régime, d'islamistes et de nouvelles figures politiques. Le processus démocratique tunisien semble faire référence face aux déboires du printemps arabe, du coup d'État en Égypte, aux guerres civiles en Libye, en Syrie ou au Yémen. La Tunisie, elle a deux frontières actuelles. L'Algérie qui a entamé sa propre révolution et en ce qui concerne la Libye, elle passe plutôt par une période plutôt d'affrontement et une guerre civile. C'est normal que la Tunisie, elle doit faire face aux menaces de l'instabilité libyenne et aux menaces intérieures aussi. Fin juin 2019, la ville de Tunis était frappée par un double attentat suicide et un problème de santé du chef de l'État qui inquiète les populations. Ainsi, la démocratie tunisienne devient de plus en plus fragile, mais également un climat d'incertitude politique s'installe dans le pays. Les partis concernés par cette transition démocratique et qui participent activement à la mise en place d'une manière solide et constante se sont mis d'accord tout d'abord pour continuer ensemble et faire face aux menaces terroristes d'une part et faire face aussi des défis internationaux et régionaux. La Tunisie se retrouve au centre de nouvelles influences géopolitiques. Vu son positionnement géographique, le pays a accru sa coopération militaire avec les États-Unis et l'Union européenne. Au Cameroun, le dialogue national inclusif s'annonce inévitable, un dialogue qui devrait permettre de résoudre les crises auxquelles le pays est confronté, notamment dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Toutefois, des acteurs politiques demandent que des conditions soient remplies au préalable. Les précisions de Corinne comme CFM. Transparence, libération des prisonniers politiques, tels sont pour le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti d'opposition, les préalables qui garantiraient la tenue d'un dialogue inclusif national crédible. En effet, depuis plusieurs mois, les voix s'élèvent pour appeler un dialogue national, seule option pour apaiser les tensions, notamment au nord-ouest et sud-ouest du pays. Ce qui est important pour nous, c'est que ce dialogue advienne, parce qu'il faut que la paix revienne le plus tôt possible dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et dans cette évolution dans le discours du régime devrait donner lieu à ce qu'il donne des gages de son sérieux, de sa bonne foi, et ça passe donc notamment par la libération de tous les prisonniers politiques dans le cadre de la crise post-électorale, et puis également les prisonniers politiques dans le cadre de la crise anglophone. La transparence doit être au cœur du processus. S'agissant du contenu du dialogue, si la forme de l'État n'est pas un sujet tabou pour le mouvement de la Renaissance du Cameroun, il n'est pas question d'envisager une séparation. La priorité pour Maurice Kamto et ses alliés a toujours été l'organisation d'un dialogue inclusif et un dialogue durant lequel toutes les questions seraient évoquées à l'exception de la sécession. La crise anglophone, qui dure depuis fin 2016, n'a toujours pas trouvé d'issue malgré les mesures gouvernementales entreprises pour sa résolution. Aussi, les récentes tensions post-électorales, caractérisées par l'incarcération de Maurice Kamto, leader du MRC, ont contribué à fragiliser le climat politique, d'où la nécessité d'un dialogue qui réunirait toutes les tendances politiques et sociales du pays. Le 33e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce jeudi 4 juillet à Niamey au Niger. L'événement aura lieu jusqu'au 8 juillet prochain. Un sommet qui sera marqué par l'entrée du Nigeria dans la zone de libre-échange continentale. Après de nombreux refus, le pays a enfin annoncé la signature de l'accord. La ZLECA, entrée en vigueur le 30 mai dernier, pourra donc officiellement être lancée. On écoute Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Cette 35e session ordinaire du Conseil exécutif se tient à un moment où notre Union
entame sa mutation à travers un vaste programme de réforme institutionnelle voulu par nos chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de Kigali de juillet 2016 et concrétisé par l'adoption du rapport du président Paul Kagame, champion de la réforme de l'Union africaine, en janvier 2017. Au Zimbabwe, alors que le dollar zimbabwéen est désormais l'unique monnaie légale dans les transactions du pays, les particuliers pourront retirer jusqu'à 1 000 $ par jour de leur compte en devises étrangères, une mesure pour relancer l'économie du pays. Aïssatou Bari. C'est désormais officiel, les Zimbabwéens sont autorisés à retirer jusqu'à 1 000 $ en espèces par jour de leur compte bancaire en devises étrangères. Une annonce du ministère des Finances quelques jours après la décision de la Banque centrale d'interdire les transactions courantes en monnaie étrangère et qui réjouit plus d'un à travers le pays. Quand vous avez le pouvoir de battre monnaie, vous faites partie de quelques heureux élus. Donc la décision du gouvernement, à mon sens, n'est pas une marche arrière. En fait, c'est des mesures correctives qui permettent donc de conduire efficacement la mesure, en créant volontairement la quantité de monnaie à injecter dans le circuit économique, notamment le dollar zimbabwéen. Le dollar zimbabwéen sera désormais l'unique monnaie légale du pays, mettant ainsi fin à une décennie de dollarisation. Cette décision est considérée par bien d'analystes comme une étape décisive vers la mise en place d'un système monétaire viable et durable. Retourner à l'utilisation du dollar zimbabwéen et accompagner maintenant d'une politique extrêmement rigoureuse de gestion de cette monnaie-là, parce qu'en fait c'est ça le malheur dans beaucoup d'États africains qui ont le pouvoir de battre monnaie. Ce serait une erreur pour le gouvernement de battre en retraite, parce que j'insiste, je persiste, c'est une très bonne mesure que de se battre actuellement pour retrouver le pouvoir de battre monnaie. Le Zimbabwe prévoit d'imprimer initialement 400 millions de dollars zimbabwéens, une somme qui sera progressivement mise en circulation pour combler le vide laissé par la fin de la dollarisation. Par cette initiative, le gouvernement veut également éviter une hyperinflation avec une impression massive de l'argent, comme ce fut le cas en 2008. Le Sénégal figure désormais parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Selon la nouvelle classification des pays de la Banque mondiale, le revenu national brut par habitant est estimé à 1 410 $ en 2018. Le pays faisait autrefois partie des 34 pays à faible revenu. Reportage de notre correspondant Eladj Ndiaye. Le Sénégal intègre le groupe des pays à revenus intermédiaires selon un rapport de la Banque mondiale rendu public le 1er juillet 2019. Le pays était classé auparavant parmi les pays à faible revenu. Ce changement s'explique par la croissance récente de l'année de base des comptes nationaux pour le calcul de son produit intérieur brut qui a été publié en 2018. On est arrivé à là parce qu'on a eu une croissance soutenue. On est parti de 1,7% en 2012 et la croissance qui est continue et soutenue, nous projetons 7%, voire 9,1% entre 2020 et 2022. Ce qui nous classe évidemment avec un déficit budgétaire maîtrisé de 3%. Cette situation place le Sénégal parmi les pays ayant un revenu national brut par tête compris entre 1 026 $ américains et 3 995 $ américains. Selon le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le revenu national brut par habitant du Sénégal est estimé selon le rapport à 1 410 $ américains au titre de l'année 2018. Dans un pays où le coût de la vie est encore plus cher, vu les augmentations récentes, il serait ahurissant de comprendre qu'on est passé de pays à faible revenu à revenu moyen. Donc, ce sont en fait des calculs chimériques. Ce classement de la Banque mondiale s'explique par une bonne marche de l'économie sénégalaise selon certains acteurs. Il permettra aussi de faire appel à plus d'investisseurs qui seront attirés par un cadre macroéconomique fiable et maîtrisé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.